bonjour à tous et merci d'être avec nous puisque nous sommes avec vous jusqu'à 14 h et aujourd'hui on aura beaucoup de chroniqueuses puisqu'on va commencer tout à l'heure avec Miguel d'Aubergne, ensuite on aura Emeline Adima en Maragnès, ensuite on aura plus tard Magali Martin, mais entre-temps on aura Lucien Cordier qui n'est pas chroniqueur, habitant de Goyave, victime de l'inondation. Il vient nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Et puis on va recevoir Miss India, Anita Minacci, Miss India 2023, puisqu'il y aura bientôt la Miss India 2024. Sinon l'actualité, l'actualité, Iman n'est pas là. Alors donc on va faire notre actualité tout seul. On va commencer par l'évolution institutionnelle. Les élus se préparent. La mise en garde des planteurs de canne, donc un blocage est à prévoir. La mobilisation qui était prévue au 19 au SMAG, ça a eu lieu. Le capé de l'eau demande la suspension des factures. Et puis la remise des clés du CGSS et l'association Alefpa s'installe à Bergevin. On commence tout de suite par ce rendez-vous qui s'est déroulé hier à la résidence du Conseil général devant pratiquement 5-6 élus. Il y avait le président du Conseil général, il y avait M. Losbar, bien sûr, il y avait Mme Panchard, il y avait aussi M. Jean-Claude Nelson de la région et des experts politologues qui ont participé à ce point d'étape sur la question de l'évolution statutaire. On regarde ce reportage d'Olivier Félix. C'est vrai que nous avons poursuivi le travail. Pourquoi? Tout simplement parce que cette réflexion est menée au plan national et qu'on ne peut pas être absent, sinon c'est Paris qui va décider à la place des Guadeloupéens. Donc nous sommes obligés de réfléchir par rapport à une révision constitutionnelle. Si le chef de l'État décide de la faire, il y a des jours où on nous dit oui, il y a d'autres jours où on nous dit c'est pas possible, mais en tout état de cause, nous devons nous préparer. Donc cette question doit être abordée de manière à ce qu'on dise très précisément comment pourrait se faire la fusion 73-74. Et puis, si effectivement il n'y a pas de révision constitutionnelle, par rapport à toutes les propositions que nous avons faites dans le cadre du CIOM, du Comité interministériel de l'Outre-mer, nous devons regarder si on peut faire évoluer les choses dans le cadre de l'article 73 au travers de l'habilitation, de l'adaptation des normes pour que nous ayons beaucoup plus d'efficience dans les politiques publiques parce qu'il y a un enchevêtrement des compétences qui fait que même si on veut, on n'y arrive pas dans le délai pour lequel les Guadeloupéens attendent de nous une réaction immédiate. Donc ce travail, nous devons le faire et c'est l'objet aussi des différents ateliers, d'être dans cet équilibre, de se préparer au cas où et être force de proposition au travers effectivement des résolutions qui seront des résolutions définitives lors du prochain congrès qui aura lieu dans les 6 mois. La deuxième résolution du dernier congrès a été découpé en 7 ateliers avec des élus responsables de chaque atelier, avec le concours donc, des experts de nos universitaires. Et d'ailleurs, je les remercie de leur présence aujourd'hui, de cette contribution pour permettre que d'ici quelques semaines, que nous puissions avoir un congrès avec des propositions claires et fermes. Ce que nous voulons aussi, c'est une large concertation au-delà du travail réalisé par les élus, par les experts, mais aussi la population. Donc, dès début du mois de mars, nous allons organiser donc, des forums. Nous allons mettre aussi à la disposition de la population un site internet, kanoucafé.com. Et bien sûr, nous allons rencontrer tous les partis politiques, une quinzaine de partis politiques, sur chaque thème pour chaque atelier. Et qui permettrait en quelque sorte que nous puissions définir une fusion ou une création d'une collectivité unique. Qu'est-ce que c'est? L'intercommunalité, concernant la fiscalité, ce que nous voulons, quel type d'autonomie fiscale ou pas, notre rapport avec l'Europe, les symboles de la Guadeloupe, drapeau, hymne, donc tous ces éléments seront débattus tout au long de ces différentes semaines avec la population, avec les experts, avec les organisations politiques et ensuite un congrès. Cette réunion a eu lieu hier, je vous l'ai dit, au palais du Conseil. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Mais il va se passer d'autres réunions, puisqu'il est prévu des forums où la population pourra donner son point de vue. Vous avez entendu que M. Losbar a annoncé la création d'un site internet citoyen, on va dire, kanoucafé.com. Alors, est-ce que ça suffira pour faire avancer les choses? C'est la grosse question, parce que visiblement,
on n'a pas l'impression, en tout cas, ce que j'ai entendu hier et ce qui se passe, que le gouvernement, le peuple guadeloupéen soit déjà prêt pour ce genre de situation assez nouvelle, puisqu'il faut le dire, les politologues qui étaient là ont bien insisté sur le fait que aujourd'hui, en Guadeloupe, 30% les Guadeloupéens ne savent pas, ils ne sont pas suffisamment informés sur la question, puisque le problème qui se pose, c'est savoir est-ce qu'on veut d'une assemblée ou de garder deux assemblées, et si on garde une assemblée, quels seront les élus qui seront éliminés, parce qu'il faut savoir qu'il y a 41 élus au conseil régional et autant au conseil général. Ça signifie que si demain il y a une seule assemblée, il y a à peu près une quarantaine de monde qui pètent poste à you. Est-ce qu'ils sont prêts pour cela? Réponse dans quelque temps, en tout cas, situation pas encore. Point. Un deuxième point, avant de venir à la chronique de Miguel, c'est la mise en garde des planteurs, puisque vous vous souvenez que la semaine dernière, il y avait eu de la part des jeunes agriculteurs un début de blocage, une manifestation. Ils avaient bloqué la grande voie vers Bémao, et ils avaient décidé de distribuer un certain nombre de tracts pour manifester leur mécontentement de la situation actuelle des planteurs prix de la canne, entre autres. Résultat des courses, les choses ne sont pas encore arrangées. Il y a une rencontre hier à la Chambre d'agriculture, une mise en garde des planteurs de canne. Ils ont rencontré Patrick Célin qui est président de la Chambre d'agriculture. Reportage Olivier Félix. Le président de région a envoyé son président de commission de la croissance verte, qui est tout à fait normal, en charge de l'agriculture. Et malheureusement, les agriculteurs demandeurs de cette réunion n'ont pas accepté. À partir du moment où on a apporté même les raisons pour lesquelles les présidents du département et de la région ne sont pas présents, ils sont actuellement en réunion avec des envoyés du département, du gouvernement sur l'évolution statutaire. Donc, je leur ai dit, je passe le message, pour autant, ils ne démordent pas. Ils disent, écoutez, nous, on veut voir les présidents de région, du département et le président de chambre. Vous comprenez bien à ce stade-là, je ne peux pas non plus aller plus loin dans ma démarche, puisque j'ai à mes côtés M. Dolin, qui est le président de la commission agricole, la commission de la croissance verte. Voilà, il refuse de parler avec lui, donc bon, je suis un petit peu gêné pour la suite. Je peux pas proposer au président d'être là, puisque je ne tiens pas quand même l'agenda du président. Des présidents. Donc voilà, moi je leur transmettrai ce message, je pense qu'ils l'ont déjà par le biais de leurs techniciens, que la foule, en tout cas les agriculteurs qui sont là, ils ne sont pas contents parce que ils n'ont pas vu les présidents de région et de département. En fait, 2 ans, nous ne pouvons pas parler créole, nous ne pouvons pas parler français, nous ne pouvons pas parler créole. 2 ans, nous ne pouvons comprendre ça, nous voulons. 2 ans, nous ne pouvons pas à qui langue pour nous expliquer ça. Ça écrit blanc sur noir, noir sur blanc. Pour nous faire une réunion, nous en mars. Nous en mars. Quand on commence, nos activités de règlement l'argent, nous en prend. C'est ça qui a acheté comme ça. C'est ça qui a acheté comme ça, c'est la région qui a acheté comme ça. Nous allons repayer, nous allons l'acheter les impôts, nous en prend. Ils ont décidé de ne pas converser avec la délégation régionale. Ils veulent voir le président. Je respecte leur décision, mais je suis là quand même, représentant du président, avec le respect qui se doit aux agriculteurs et en toute responsabilité. Nous sommes le seul métier au monde à être 4 ou 5 fois minimum dans tous les foyers. Lorsque vous prenez votre café le matin, c'est nous qui sommes là. Lorsque vous preniez à 10 h quelque chose, c'est nous qui sommes là. À midi, c'est nous. À 4 h, c'est nous. Et le soir, c'est encore nous. Donc, ils sont en train de faire un grand port. Mais la nourriture, comme c'est ce qu'ils veulent, que la nourriture des Guadeloupéens arrive sur le port, mais la nourriture des Guadeloupéens va arriver sur le port. Là, on va entendre ce salon de l'agriculture. C'est pour qu'il y ait un salon. Ils ont le temps pour y avoir un salon. Puis, ils n'ont pas vanné, ils disent qu'on a la canne en Guadeloupe, le sucre en Guadeloupe, le rhum en Guadeloupe. Aujourd'hui, là, nous avons un rencontre qui ne peut pas venir en rencontre nous. Nous avons des démarches de pédagogie pacifique. Nous allons faire les choses bien pour pas de problème. Mais demain, si ça passe dans d'autres systèmes, chaque monde qui prend responsabilité. Quel que soit le travail là, qu'on fait là, quel que soit un secteur là, les gens qui aiment le pays, les gens qui savent que sans agriculture, on ne peut pas vivre dans le pays, ils sont à côté de nous. Nous pouvons échouer, nous pouvons gommer, mais nous pouvons bloquer. Nous ne pouvons pas quitter, nous ne pouvons pas dire quitter. Mais nous pouvons bloquer. Si un pays là, ça c'est chaque fois qu'il y a un blocage, qu'il y a des gens qui côté, eh bien nous commençons à faire contre tout le monde aussi. Merci.
Voilà donc l'avertissement qui est donné par les agriculteurs sur une situation qui ne, pour l'instant, qui ne semble pas trouver de solution. Alors, si vous décidez de bloquer, peut-être à un moment là, ça, qu'il y ait une discussion, parce que la situation là, quand même, devient un peu difficile. Voilà, il est déjà exactement 12h40. C'est l'heure de retrouver Miguel. Bonjour. Bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Oui, bien sûr. Et on va parler de la volonté de s'en sortir ou pas. Oui. Oui, même les agriculteurs pourraient même dire ça d'ailleurs. Dans leur situation actuelle, ils ont une volonté, eux, de s'en sortir. Alors, il existe deux types de personnes sur Terre. Celles qui veulent avancer, coûte que coûte, et celles qui baissent les bras ou baissent les armes. Oui, oui. En fait, c'est en écoutant quelqu'un parler de volonté que je me suis fait une rétrospective de ma vie. Parce que je rappelle que j'ai 49 ans et je rappelle que j'ai vécu 33 ans de vie de violence. Et je me suis dit à un moment donné, comment ai-je fait? Tout simplement, comment ai-je fait? Comment j'ai pu avancer malgré tout cela? Et en fait, il y a un mot que j'ai banni de tout mon vocabulaire qui est le mot abdiquer. Donc je vous invite tous, mais vraiment tous, à enlever tous les mots négatifs de vos vies, déjà de les mettre de côté. Voilà, on essaie de garder que le positif. C'est très important. Mais alors, comment une femme ou un homme peut vivre dans un univers de violence? Alors, il y a des attitudes à avoir. Et ces attitudes et convictions aussi, néanmoins. On va parler de gravir des montagnes. Pour moi, une épreuve, c'est comme si on va gravir une montagne. Alors, pour gravir une montagne, bien sûr, il faut être habillé, chaussé, avoir le piolet, les mousquetons, etc. Ben là, en fait, il faut avoir des qualités. Et les qualités, pour moi, donc, la volonté, le fait de vouloir s'en sortir, d'être déterminé. Voilà, comme ces agriculteurs, ils sont déterminés. Envie d'un mieux-être, effectivement. On le fait pour soi, mais on le fait aussi pour nos enfants, parce que lorsqu'on est dans des violences, le mari voudra faire aussi peut-être pour ses enfants, la mère va peut-être vouloir aussi le faire pour ses enfants, mais pour soi, c'est important. Ou peut-être que c'est un couple qui va aussi vouloir le faire pour eux, pour s'en sortir vraiment. Donc il faut être persévérant, et la persévérance, c'est vraiment une qualité... je vous assure que lorsque vous avez la persévérance, vous avez déjà beaucoup. Et être convaincu. Donc, quand on gravit ces montagnes, c'est toujours se dire, je quitte une situation pour aller vers un mieux. Et je me projette pour justement visualiser le derrière. Oui. Parce qu'il y a une montagne, il y a un pic, mais il y a derrière aussi. Donc, il faut atteindre. Et puis cela, bien sûr, arrosé de l'amour du divin. Parce que sans l'amour de Dieu, je vous assure que personne ne peut y arriver. Alors, Miguel, est-ce que sur cette partie de votre vie, il y a des anecdotes que vous pouvez, peut-être sans entrer dans l'intime, mais donner quand même quelques éléments? Oui, alors ces montagnes, on parle d'épreuves, quand c'est comme ça. Et ces épreuves, on parle de réussite aussi. Parce que c'est des combats que chacun d'entre nous mène. Et toutes les épreuves que nous avons, quelles qu'elles soient, sont à hauteur de nos épaules. Donc, il n'y a pas une épreuve plus forte que l'autre ou plus petite que l'autre. Ça, c'est très important de savoir. Oui, mes diplômes. Alors, j'en parle parce que moi, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique et j'ai fait gagner des millions à des laboratoires pharmaceutiques. Vrai challenge, sans avoir les diplômes requis. Et oui, Dieu m'a donné des dons, m'a donné des talents. Oui. Eh ben, il fallait juste être positionné, avoir du courage et pouvoir y aller, avancer. Donc ça, c'est une chose. Il y a eu ma vie toxique avec le père de mes enfants. Il a fallu 13 ans. Ça a été long, parce que quand vous aimez la personne profondément, c'est compliqué. Quand vous êtes attaché, que vous êtes surtout sous son emprise, c'est compliqué. Quand il y a des enfants, c'est encore plus compliqué. Donc, moi, j'ai fait face à mes peurs. Et là, je me suis dit, avec du courage, il va falloir que tu affrontes cette épreuve. Et je m'en suis sortie. Donc, je suis très contente. Mais, par contre, j'ai mis protection des enfants. Je vous explique, c'est très important. Un enfant entre l'âge de 7 ans et 12 ans est dans une phase de latence. C'est pour ça qu'on dit souvent, mais pourquoi les enfants reproduisent ce que les parents ont fait? Entre 7 et 12 ans, l'enfant se construit. L'enfant, il se construit, il grandit. Et si l'enfant reste dans cette situation de violence, à un moment donné dans sa vie, son cerveau dit « c'est normal ». Donc, il reproduit. Donc, je vous en prie, vous qui avez des enfants, si vous êtes dans des violences, les mots, les gestes, ce qui serait mieux, c'est de sortir de la violence. Mais si c'est difficile, c'est plus compliqué que ça,
je vous en prie, épargnez vos enfants, parce que vos enfants vont reproduire ce que vous avez fait. Eux, ils reproduiront parce qu'ils iront chercher quelqu'un qui vont les battre. Et après, ainsi de suite. Et en fait, ça fait des générations de personnes malheureuses. Et c'est impossible. Et puis, il y a ma foi. Parce que vraiment, ma foi m'a permis de... Dieu m'a tout simplement permis de me poser et de me dire que j'avais essayé au travers de de personnes. Et en fait, je n'y suis pas arrivée. Et le seul qui vraiment m'a fait prendre conscience que je devais me lever, qui m'a donné ma force le matin pour pouvoir gravir ces montagnes, c'est Dieu. Et donc, quand vous êtes accroché à votre foi, alors si vous n'avez pas foi en Dieu, vous avez foi en autre chose. Mais alors, par contre, si en ayant foi en autre chose, que vous n'y êtes toujours pas arrivé, je vous propose la foi avec Dieu. Vraiment. Parce que, très sincèrement, j'avance, je ne retourne pas, je ne me retourne pas, je ne fais pas marche arrière non plus, j'avance. Et je peux vous assurer que ça vous fait grandir. Et puis, c'est pour vous, et puis c'est pour vos enfants. Et puis, parce que on n'est pas né non plus pour être le souffre-douleur des autres, quoi. Voilà. Donc, ma foi, c'est important. Voilà. Tu t'es fait geste et condamné pour moi. T'as accepté d'être humilié sur la croix, Yahweh. Toutes ces souffrances que t'as pu subir, tu m'as aimé, laissé venir dans tes bras, Yahweh. C'est tout l'heure qu'on priait, ces égiles, tout c'est là pour que je sois sauvé. C'est tout l'heure trop cruel, ces égiles, Seigneur, tu es amour. T'es mon seul véritable amour, inconditionnel. T'es mon seul véritable amour, inconditionnel. Olinganga, yamona lingayo, oponanga, yamona ponayo, Yahweh olinganga, yamona lingayo, oza, olingo yamote. Quand même, il faut le dire, de toxicité avec la cigarette. Oui, la cigarette. Ah oui, ça, c'est par contre. Alors là, j'ai voulu montrer ça. J'ai voulu montrer que sans avoir de patch, de médicaments, de médecins à payer, des psys et tout ça, qu'on peut y arriver vraiment avec la volonté. C'est un mental. C'est quand vous partez en guerre, là, vous vous levez tout le matin. Ouais. C'est... Voilà. Et en fait, la cigarette, je l'ai arrêtée par mon mental et parce que, quoi qu'il en soit, Dieu m'a montré que j'étais en train d'abîmer mon corps et que si je continuais, je ne verrais peut-être plus mes enfants. Donc, il était hors de question. Voilà. Et pour finir... Oui. Qu'est-ce que j'ai envie de dire aux gens? J'ai envie de dire aux gens, voilà, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. D'accord. Mais ce que je vais dire, c'est, et après vous me demanderez si vous avez besoin du verset, mais l'Éternel sera toujours ton guide. Alors, je vais parler juste pour montrer ce que quelqu'un qui est dans la violence vit. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Les lieux arides, c'est le désert dans lequel l'homme ou la femme ou l'enfant se trouve en ce moment. Il ne voit pas d'échappatoire. Tout ce qu'il fait, il n'y a rien, il n'y a pas de solution. Il redonnera de la vigueur à tes membres, force, corps, persévérance, mental, esprit. Dieu est capable de nous donner tout ça. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut te donner tout ça, mais à long terme, eh bien, j'aimerais bien savoir qui, parce que franchement, j'ai tout essayé et je n'y suis pas arrivée. Et je n'y suis arrivée que par lui. Et en plus, il te donne du courage le matin. Il te donne du courage pour avancer. Il te donne du courage pour être meilleur. Pour être meilleur. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Dieu, au contraire, il arrose ses enfants. Il ne veut que du bien pour nous tous. Et il n'a que des projets de bonheur et non de malheur. Donc, je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, les personnes ne peuvent pas se lever. Donc, moi, j'ai envie de dire, laisse-le te restaurer et te déployer, justement, le potentiel qui est en chacun d'entre nous pour pouvoir aller de l'avant. D'une part, nous n'avons qu'une seule vie sur cette terre. Dans la saison, en tant que tel, je veux dire en tant qu'humain, on n'a qu'une seule vie. Chaque saison est déterminée par une action. Donc, pour moi, le but en soi, c'est que pour que chacun d'entre vous qui est dans une souffrance quelconque, avancez, soyez déterminés. Et je vous assure, ça vaut le coup. Voilà. Merci Miguel. Il est déjà 12h49. Je ne sais pas si on a le temps de voir le focus du jour.
Oui, hier, on vous l'avait annoncé, c'était Gratien Candace. Eh bien, on va en parler. Gratien Candace, c'est un petit hommage qu'on lui rend aujourd'hui. Il est un fils d'Africain réduit à l'esclavage. Il est né en 1873, un 18 décembre, et donc à Baïf, à l'habitation Campry. Et il décède le 11 avril 1958. C'est un homme politique. Il a été journaliste sur un Guadeloupéen. Il commence sa carrière dès 18 ans. Il deviendra secrétaire d'inspection. Il obtiendra un doctorat et poursuivra une brillante carrière politique. Titulaire d'une licence en sciences naturelles, il effectuera pour le gouvernement français 2 missions qui ont pour objet l'organisation de l'agriculture, l'une en Afrique du Nord, l'autre dans les Caraïbes, citée entre 1906 et 1909. Gratien Candace collabore au premier ministère du Travail en tant que membre du cabinet français de René Viviani. Il est alors élu député de la Guadeloupe et il le restera pendant 8 ans, de 1912, pendant 18 ans, jusqu'en 1940. Et sous-secrétaire d'État aux colonies. Alors, Gratien Candace, on l'oublie, on ne le sait pas, a été le premier ministre guadeloupéen des dernières colonies. Il l'a été de 1932 à 1933 pendant 1 an. Gratien Candace, qui vivait à Paris, fonde l'Institut colonial français, devenu après l'École nationale de la France d'Outre-mer. Il est souvent cité dans les travaux de recherche spécialisés sur les questions coloniales. Son vote en faveur des pleins pouvoirs constituants à Pétain et son attitude vis-à-vis du gouvernement de Vichy mettent fin à sa carrière politique, puisque à l'époque, vous savez que la France était occupée par les Allemands, et il y avait une partie des Allemands, des Français qui faisaient de la collaboration. Eh bien, Gratien Candace, il avait voté en faveur de Pétain. Ça a discrédité sa carrière politique. Et donc, il est mort, je vous l'ai dit, en 1953. Il y a un établissement scolaire à Baïf qui s'appelle encore Gratien Candace. Voilà, c'est l'heure de notre première pause. Il est 2h51. On va se retrouver tout à l'heure pour la suite. Et notre prochaine invitée, c'est encore une chroniqueuse, c'est Lina Dimar-Maragnès. Et avec elle, on va faire un petit point sur un aspect économique. On verra ça tout à l'heure. À tout de suite. Mais voilà, nous sommes de nouveau avec vous. Il va être 13h dans 2 minutes. Dans un instant, nous allons recevoir Madame Emeline Dimar-Maragnès. Bonjour. Bonjour, Dani. Avec elle, on va parler des charges réellement déductibles pour les entreprises, et celles qui ne le sont pas. Et puis après, on va recevoir Lucien Cordier, habitant de Goyave, victime de l'inondation d'il y a 2 ans. Bonjour. Bonjour. Avec qui on fera le point. Je reviens rapidement sur les points de l'actualité du jour. L'évolution institutionnelle, les élus se préparent, semble-t-il. Il y avait hier une réunion au conseil départemental sous la présidence de Guy Losbar. C'était donc un moment pour faire le point, ce qu'ils appellent un point d'étape. On a entendu Mme Panchard, on a entendu Guy Losbar, mais on n'a pas le sentiment que les choses avancent réellement. Mise en garde des planteurs de canne et blocage possible, parce que les planteurs de canne, là, c'est eux bouffi, comme on dit, et ils ont décidé de mettre les choses au point avec le président Patrick Célin. De l'autre côté, Patrick Dolin, le représentant de la région, avec qui il n'a pas voulu discuter. Donc, pour l'instant, blocage. On y reviendra dans un instant. On va parler du SMERG aussi et de la remise des quais des CGSS. Et puis, nous irons avec aussi, comment il s'appelle, Maurice Cessé. Mais pour l'instant, on va parler de la chronique ABC des entreprises. Le générique est prêt. Il est parti. Émile, bonjour, mais avant même d'entrer dans la chronique, ça s'est bien passé, journée pour les entreprises Les journées du monde économique? Oui, oui. Oui, totalement. Alors c'est vrai qu'on a attendu un peu plus le public, en général plus sur la seconde journée. Oui. Mais en tout cas, sur la première, il y avait effectivement des intervenants de qualité. Sur la deuxième également. Je pense que toutes les personnes qui ont pu y assister ont pu découvrir quand même pas mal de choses, notamment au niveau des ateliers. On a eu pas mal de retours positifs là-dessus. Les partenaires aussi étaient satisfaits. Maintenant, c'est vrai que sur toute la partie liée au public, c'est bien dommage justement qu'on n'ait pas eu le retour escompté. Mais en tout cas, ça a été 2 journées formidables à ce niveau-là. Ça se refera ?
Oui. Alors, on a bien l'intention de refaire. Alors, on pense à d'éventuelles d'autres journées du monde économique au cours de cette année, peut-être vers la fin de l'année, mais ça sans grande assurance. En tout état de cause, on s'arrangera en tout cas pour reproduire l'événement l'année prochaine. Et de toute façon, il y a une communicante qui est chargée de ça. Alors, Madame Adémar, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui intéresse tout le monde, les charges déductibles et les charges non déductibles sous forme de quiz. Alors, comment ça fonctionne? Alors, trop souvent encore, nos chefs d'entreprise, et on en voit tous les jours, ils pensent que certaines charges sont déductibles, notamment lorsqu'ils doivent faire passer des achats sur leur société. Et comme en fait, on est encore en début d'année d'ANIC, bien sûr. Pour que l'année 2024 se passe sur les meilleurs auspices, c'est toujours bien effectivement de faire un petit rappel sur ce qui est déductible de ce qui ne l'est pas vraiment, en sachant qu'effectivement, on peut tomber parfois sur des demandes un peu spécifiques de nos clients. Alors un peu moins maintenant, mais qui existent encore. Est-ce que je peux déduire les achats effectués pour mon chat? Alors même si le chat, il est dans l'entreprise, non, pas vraiment, mais c'est le type de question. Ah oui, il y a plein de gens, il y a des gens qui ont plein de chats, mais tout n'est pas, tout ne passe pas fiscalement. Voilà, exactement. Donc après, je te laisse me poser les questions qui te semblent les plus opportunes et tâcher d'y répondre. Par exemple, est-ce que ces lunettes qu'on porte pour regarder l'ordinateur peuvent entrer dans les charges de l'entreprise? Alors, les lunettes qui peuvent être déductibles sont uniquement les lunettes dédiées à une activité professionnelle. Alors, tu vas avoir par exemple des ophtalmologues qui vont avoir des lunettes très particulières pour pouvoir vérifier la vision de leurs patients. Ce sera déductible. Par contre, tes charmantes lunettes et les miennes non aussi. Sont considérés comme étant d'utilisation personnelle au préalable et ne sont pas déductibles. Même si ça sert à retravailler, ne sont pas déductibles fiscalement. Donc, c'est une charge qui peut être remise en question par l'administration fiscale. Les vêtements. Quels vêtements? Alors, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est dans une entreprise et qui reçoit du personnel, des gens tous les jours, et qui a besoin d'être cravaté, vesté, etc. Alors, l'administration fiscale aussi s'est positionnée sur cette question. Alors, si tu étais avocat, tu porterais une charmante robe d'avocat. Et dans ce cas-là, ta robe pourrait être une charge déductible de l'activité. Idem si tu étais médecin. Ta blouse en tant que médecin. L'infirmière aussi. L'infirmier. Le bleu de travail, le bleu très agréable qu'on va porter. Le casque, les uniformes ou les vêtements qui sont marqués au nom de l'entreprise. Par contre, tu as un joli t-shirt appelé ZCL. Tu peux le déduire en fait. Tu peux le déduire. Je m'habille en ZCL alors. Par contre, ta jolie cravate, ton joli costume, ta jolie chemise, ton joli nœud papillon, considérés comme étant des outils de travail que tu peux aussi utiliser en extérieur et pas uniquement sur ton lieu d'activité professionnelle, ne sont pas déductibles. Oui, non, mais ça n'a pas changé. Mon déjeuner, mon dîner. Ton déjeuner et ton dîner, alors pas ton dîner sauf si c'est vraiment professionnel et que c'est dans le cadre de l'activité. Alors il faut savoir... mon journal à 20h par exemple. Alors tu as des repas qui sont déductibles dans une certaine limite. Donc il y a un plafond annuellement qui est défini et que je ne retiens pas forcément. Et la quote-part qui excède la fraction du repas qui peut être pris à domicile, dans une certaine mesure, donc tu as un petit interstice, très souvent entre 4 et 15 euros. Cette partie-là, cette fraction-là est déductible. La partie qui est en dessous, qu'on estime comme étant un montant qui peut être consommé au titre d'un repas pris à domicile, ne l'est pas. Et la partie excédentaire ne l'est pas. Donc, dans une certaine mesure, ça peut être déduit. Alors, je suis chargé de communication. Je dois recevoir un client. Et le client n'est pas disponible autrement qu'à midi, je l'invite à déjeuner. Alors là, ça, c'est une charge qui est déductible. Pourquoi? Parce qu'on considère que le repas et l'invitation rentrent dans le cadre de l'exploitation de ton activité de communication. Si jamais tu n'as pas cette relation avec le client, eh bien, évidemment, tu peux passer à côté d'un contrat intéressant, important. Dans ce cas-là, ce déjeuner avec ton client sera totalement déductible car assimilé à une réception de ton client. C'est pas une réception festive. Non, c'est pas une réception festive, mais c'est une relation d'affaires qui là est admise en déduction. Alors, j'ai une salariée qui est vraiment gentille, qui est très compétente dans l'entreprise. Je vais lui offrir un cadeau pour son anniversaire. Alors, les cadeaux d'anniversaire, non, mais il existe un calendrier qui reconnaît des dates précises, à savoir par exemple la Noël, Fête des Mères, tu as plusieurs... Fête des Pères. Dans une certaine mesure, ces cadeaux offerts à des salariés peuvent être déduits parce qu'en rentrant dans un cadre précis d'une fête, entre guillemets, reconnue fiscalement. Le cadeau d'anniversaire, en théorie... Alors, je dois absolument aller à Porto Rico et à Miami pour démarcher un client.
Oui, ça. Mon Par voyage. contre, c'est déductible. Oui. Mon voyage, mon hôtel. Ton voyage, ton hôtel, les frais de repas pris sur place sont admis en déduction. Après, de 3 à mois, on est sur des déplacements, quand même sur des destinations exotiques. L'administration fiscale viendra quand même te poser des questions. Oui, totalement. Il faut que tu sois en mesure d'apporter la preuve, par contre, effectivement, que le voyage que tu as effectué rentrait dans ce dispositif et que derrière, effectivement, tu as eu des réunions d'affaires avec ton client. Mais dans ce cas-là, oui, c'est déductible. Alors, j'habite Saint-François. Tous les jours, je dois venir à Canal 10 pour faire mon journal. Il me faut un véhicule. Alors, j'ai la possibilité soit prendre un taxi tous les matins ou acheter un véhicule au nom de l'entreprise. Alors, le véhicule au nom d'entreprise sera déduit dans une limite. Il y a une quote-part d'amortissement qui ne sera pas déductible en fonction de la nature du véhicule. Oui. Attention, il vaut mieux avoir par les temps qui courent un véhicule. C'est pas une Porsche. Non, c'est par rapport à la valeur. Donc ça peut être une Porsche, mais que tu auras acheté pas cher. Hein, c'est possible aussi, hein, je sais pas. Mais en tout cas, il y a la quote-part de la fraction de déductibilité qui est moins importante si on a un véhicule essence ou diesel qu'un véhicule électrique. Oui. Par exemple, on peut déduire la valeur du véhicule jusqu'à 30 000 €. D'accord, quand c'est un véhicule électrique, ce qui n'est pas le cas dans le cas d'une voiture thermique. Oui. Mais en tout état de cause, les dépenses, alors que ce soit l'acquisition du véhicule, enfin les amortissements relatifs au véhicule, que ce soit les loyers que tu vas payer en crédit bail ou autres, pourront être déduits dans cette limite dont je te parle. Par les frais d'essence engagés sur le véhicule seront déductibles aussi pour la quote-part du véhicule utilisé au titre de l'exploitation. Si ton véhicule est garé chez toi, on va retenir qu'il y a une quote-part relative au week-end, bien sûr, qui n'est pas déductible et qui doit être réintégrée fiscalement. L'essence quand même. L'essence aussi, ainsi que l'assurance. Tout ce qui se rapporte au véhicule. Le pneu, tout ça. Non, mais les pneus sont inclus dans la partie du loyer très souvent et dans le véhicule. Ça, par contre, ça va passer en déduction. Alors, j'ai créé ma société, mais je l'ai domiciliée chez moi. Oui. Mais mon loyer, il est très lourd. Je paie 3 000 € de loyer chaque mois, mais j'héberge la société dans ma maison. Est-ce que je peux faire payer le loyer par mon entreprise? Alors, le loyer sera toujours payé par toi, sauf qu'on considérera qu'il y aura une quote-part de la fraction utilisée au titre de ton bureau. Alors si tu as une charmante maison, parce qu'elle te coûte 3 000 € quand même, donc je pense qu'elle doit faire au moins une surface de 120 mètres carrés, allez, 150 mètres carrés, et que tu utilises un bureau de 15 mètres carrés, ce sera le rapport de 15 sur 150 mètres carrés qui seront rapportés aux 3 000 et qui seront considérés comme étant la charge relative au loyer. Il faut toujours garder une juste proportion concernant les charges qui vont être déduites. Alors, la responsable de communication d'un organisme très connu dans le monde des affaires doit venir présenter une manifestation qui se fait au World Trade Center. Mais pour cela, il faut qu'elle aille chez le coiffeur et se faire maquiller. Alors, je l'ai bien précisé, coiffure, manicure, massage, blanchiment des dents sont assimilés à des services personnels. Ah bon? Parce que je ne suis pas obligée de venir coiffer. Je peux avoir mes cheveux naturels d'Annick pour venir présenter la future action menée ou quel que soit ce qui va se passer. Donc c'est un soin esthétique complémentaire que j'ai choisi que de m'apporter à ma personne physique. Et donc ce n'est pas déductible fiscalement. Mon téléphone portable? Oui, alors ton téléphone portable, attention, le téléphone que tu auras acheté sur la société, si tu l'utilises uniquement pour la société, l'ensemble des frais relatifs à ce téléphone seront déductibles. Si par contre tu l'utilises pour une partie en tant qu'activité personnelle, on va déterminer une clé de répartition qui est déjà déterminée fiscalement comme étant une utilisation à 80% à titre professionnel et 20% à titre personnel. Donc, on va réintégrer 20% de la charge. Alors, l'inverse, j'ai mon entreprise, mais j'avais déjà mon ordinateur que j'utilise tous les jours pour faire le courrier de l'entreprise, etc. Et que tu mets à disposition de la structure. Dans ce cas-là, en fait, tu peux calculer des notes de frais relative à l'utilisation. Alors c'est plus compliqué parce que sur la partie ordinateur, dans ce sens-là, en général, les dirigeants ne le font pas. Et pour quelle raison? Tout simplement, quand ce n'est pas la société qui a acheté, c'est parce que la société n'avait pas les moyens d'acheter. Donc en général, ils ne refacturent pas forcément l'utilisation professionnelle
de l'ordinateur privé. Mais ça nécessite peut-être une petite investigation. Je vais regarder qu'est-ce qui est prévu. Alors, l'autre situation, là on a parlé de l'entreprise, l'association. Est-ce que tous ces dispositifs sont valables aussi pour une association? Alors, les questions ne sont... Le traitement ne sera pas le même, parce que l'analyse que je porte aujourd'hui, c'est une analyse purement fiscale. Oui, donc, l'analyse fiscale correspond aux entreprises qui sont fiscalisées, donc les sociétés. Dans le cas d'une association, on ne parlera pas de fiscalité, et là où en fait il y a des risques, c'est pas en termes de fiscalité, mais plus en termes d'abus de confiance. Donc là, on passerait plus d'un point de vue pénal. C'est au cas aussi il y a une recherche d'utilisation frauduleuse ou une recherche abusive, voilà, de certains éléments qui appartiennent à l'association par soit le président, soit les membres du conseil d'administration, que là on va aller chercher un délit. Mais le délit ne sera pas en tant que tel fiscal, puisqu'il n'y a pas de fiscalité. Alors, on peut bien sûr faire une liste exhaustive de tout ça, mais alors, l'autre question, est-ce que le chef d'entreprise peut se retrouver? Comment il fait? Est-ce qu'il y a un site, quelque chose, ou bien il doit passer nécessairement par l'expert comptable? Comment il fait pour savoir ce qui est disponible, ce qui est déductible de ce qui ne l'est pas? Oui. Alors en général, c'est vrai que nous, on a de la documentation professionnelle à ce sujet. Maintenant, sur Internet, il y a quand même des sites qui existent et qui pourront référencer un certain nombre d'informations, mais on recommande toujours quand même de recourir aux sites Internet, on va dire gouvernementaux, à savoir servicepublic.fr, qui recense effectivement un certain nombre de charges qui sont déductibles de ce qui ne le sont pas. Donc ils peuvent taper et aller sur le site servicepublic.fr. Alors hier, j'ai entendu dans les informations que désormais la formation, oui, jusqu'à 20% maintenant n'est plus déductible dans les frais, etc. de l'entreprise, c'est-à-dire ce qu'on appelait le CPF. Le CPF. Oui. Mais alors par contre, tout ce qui est formation professionnelle reste déductible. Hein. C'est-à-dire que si tu engages des frais pour une formation dédiée au développement de la société, tout sera quand même assimilé à une charge déductible en tant que telle au niveau de la structure, au niveau de la société. Tout ce qui est professionnel, oui. Ça va jusqu'au gardiennage. Ah non, mais il faut rester quand même sur une... le gardiennage de l'entreprise. Il faut rester quand même sur une formation qui va vraiment t'apporter. Enfin, il faut démontrer que dans le cadre de l'exploitation, tu en as besoin. Si tu arrives à démontrer que le gardiennage, c'est nécessaire. Mais est-ce que le gardiennage lui-même est déductible? Le gardiennage, oui, les frais de... Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, non, mais il n'y a aucun problème sur ça. Les caméras de... Caméras de surveillance, oui, puisqu'en fait, là, tu sauvegardes et tu sécurises ton outil d'exploitation. D'accord. Oui, là, il n'y a pas de problème. Je crois qu'on a fait un bon petit tour sur ça, sur les vêtements, le coiffeur, le repas. Même les cadeaux d'affaires peuvent être les cadeaux, oui, justement, les cadeaux d'affaires. Oui, ils sont déductibles dans une certaine limite, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les cadeaux d'affaires dépassent 3 000 €. Passer 3 000 €, on va se poser des questions sur la nature du cadeau d'affaires qui est offert. Oui. Mais c'est possible, ainsi que les objets publicitaires qui ont une valeur unitaire de 69 € TTC. La prochaine fois, on verra quoi? On va revenir un peu plus sérieux quand même, on va parler un peu de loi de finances. La loi de finances de 2024. D'accord, volontiers, pour les économies. Voilà, merci en tout cas d'être venu et à très bientôt. À bientôt. Le papier que tu as était déductible? Oui, utilisé dans le cadre. Alors, on va parler de choses aussi sérieuses, puisque on a un invité, M. Cordier. Bonjour, bonjour. Vous habitez Goyave, à Cité de l'Aiguille. À la ZAC de l'Aiguille. La ZAC de l'Aiguille, qui a été terriblement touchée, on se souvient à l'époque. Extrêmement, le 17 septembre 2022. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'était passé réellement? Eh bien, simplement, comme ça s'est toujours fait à la ZAC, à Goyave, dès lors qu'il pleut, la rivière descend, elle sort des montagnes et en excès, ça rentre dans la ZAC, ça rentre dans cet espace qui a toujours été non constructible. Mais non, mais ça veut dire que le placement même des immeubles à la ZAC de l'Aiguille ne devait pas se faire, alors, si je comprends bien. Ça n'aurait jamais dû se faire, d'accord? François Lisée avait essayé de faire ça, la CEMAG avait dit non. Oui. D'accord? Et lorsque Jean Laguerre est arrivé, il a pris la SEMSAMA et il a décidé de le faire. D'accord. Bien sûr, ils l'ont fait, mais sous garantie. Il fallait qu'ils refassent un pont, double voie, une digue qui aurait bloqué l'eau et un enrochement à des endroits bien spécifiques. Et ça a été fait? Rien de ça n'a été fait, d'accord? Il n'y a que l'enrochement qui a été fait à l'emplacement de la digue dans des proportions nettement moins.
Donc ça signifie que chaque fois qu'il pleuvra, qu'il y aura un peu de pluie, vous êtes inondé? Voilà. Oui. Ça s'est toujours fait. Ça s'est toujours fait et ça se fera toujours. Alors, aujourd'hui, vous êtes là, je pose la question, je vois un peu l'eau qui défile et c'est pas peu d'eau, c'est vraiment beaucoup, puisque le pont a véritablement sauté. Qu'est-ce qui s'est passé pour le pont? Est-ce qu'il est réparé aujourd'hui, 2 ans après? Donc, 2 ans après, 2 années après, le pont n'a toujours pas été réparé, alors qu'on nous avait promis depuis le mois de juin que ça aurait été fait, juin 2023, que ça aurait été commencé. Il faut savoir que M. Losbar avait promis. Il avait dit, je ne peux pas mettre une passerelle parce qu'une passerelle, ça coûte 800 000 €. Un pont, ça fait 2,3 millions. D'accord? Aujourd'hui, la municipalité vous dit que le pont va coûter 40 millions, 60 millions. D'accord? Donc de 2,3 millions, ils sont passés à 8, ils sont passés à 60. Oui. Voilà. Et rien. Et rien, alors qu'ailleurs, ils ont déjà des ponts, ils ont déjà tout ce qu'il faut. Les enfants traversent la rivière à pied à 5 h du matin pour aller prendre leur transport d'élèves. Parce qu'il y a un bus, justement. Le bus, il ne sert à rien puisqu'il se présente bien après lorsque les élèves passent. Voilà, le transport d'élèves. Pour aller prendre le transport d'élèves, les enfants doivent traverser la rivière sur des pièces, des branchages. Et il n'y a pas que les enfants, les adultes aussi. Oui. Mais alors, je vous pose la question, ce que vous dites. Les Goyaviens, ils disent rien, ils acceptent ça comme ça? Disons que la moindre proportion des personnes qui ouvrent la bouche, il faut savoir que Goyave, c'est une petite commune, d'accord, qui n'est pas habituée à ce qu'il y ait de l'aura, des gens qui parlent. D'accord? Donc, si vous voulez, M. Ferdi Luisier, si vous voulez, c'est un peu le playboy de la commune. C'est ainsi que je le qualifie. Oui, parce qu'il aime faire la fête. Il danse, dernièrement pendant le carnaval avec M. Fanfan, vous le voyez bien. L'année d'avant, le 13 janvier, alors que moi, ma maison était inondée, il était habillé en pirate. Bon, il a toujours aimé faire ça en pharaon cette année-là. Pirate, c'était cette année-ci. Donc, il a toujours aimé, c'est un petit playboy, c'est quelqu'un qui aime danser, qui aime s'amuser. Nous, on lui demande une chose, d'accord? C'est de pouvoir rendre justice aux gens qui l'ont mis là. C'est simplement la seule chose qu'on... Mais quand vous le rencontrez, qu'est-ce qu'il vous propose? Eh bien, lorsqu'on le rencontre, c'est un très beau parleur, il parle très bien, il s'exprime très bien, c'est magnifique. Mais il ne dit rien de nouveau, il ne répète que les mêmes choses. Et lorsqu'il nous invite sur la place de Goyave, c'est pour faire ce que nous, maintenant, à Goyave, on qualifie de presque Goyave show. Vous voyez pas... Ah bon, c'est un Goyave show. Non, mais on dit presque les show, mais à Goyave, c'est presque Goyave show. D'accord? Donc, il invite des personnes qui viennent pour le soutenir. Oui. D'accord? Et puis des choses de ce genre. Mais nous, ce que nous demandons, c'est d'avoir justice, c'est tout. Oui. Je vous donne un exemple, M. Zandronis. Oui, volontiers. En octobre dernier, dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a eu des événements. Tout à fait, oui. Un préfet est venu parler de plan Barnier. Oui. 5 minutes plus tard, la bande avait disparu. Et le ministre est passé le lendemain pour dire aux assureurs, vous ne lésinez pas sur les moyens. Le ministre est passé, il a dit, on paye. D'accord? Oui, c'est vrai. Et les gens ont eu des terrains tout de suite. Oui. Il n'y a pas eu d'hésitation. Vous me comprenez? Oui, je comprends. Donc, s'ils ont eu terrain plus paiement, ils n'ont pas eu de 75%. Depuis 2018, c'est 80% le plan Barnier. Oui. Ils n'ont pas eu ça. On les a payés, ce qui veut dire qu'ils ont eu 100%. En janvier, cela s'est refait. Cette fois-ci, ils ont eu la même chose, mais ça a été encore plus loin pour les commerçants. C'est-à-dire qu'on a pris à hauteur de 40%, non pas 45% comme le plan Barnier, mais 40%. Aux commerçants, on leur a donné 280 000 € au lieu de 200 000. Oui. Pourquoi est-ce qu'à Goyave, on n'a rien? Nous sommes des Français de seconde zone? C'est ce que je vous demande. Oui. Si vous l'invitez, posez-lui la question. Oui. Que représentent pour lui ceux qui l'ont mis là? Oui. Et c'est ce que je suis venu de dire aujourd'hui. Qu'est-ce que nous représentons pour lui? Ainsi que pour M. Losbar. Le procureur de la République en Guadeloupe, il ne dit rien. Il soutient ces personnes. Je vous ai entendu dire tout à l'heure là, lorsque vous parliez, vous avez parlé de statut. Oui. Mais pour que nous, en Guadeloupe, nous ayons un statut, que la population guadeloupéenne, m'excusez de vous couper, hein, non, non, je vous en prie, puisse accepter un statut, il faudrait déjà que ces personnes puissent avoir notre confiance. Il faudrait que ces personnes puissent nous donner, avoir envie de leur confier nos vies.
Oui, or, lorsque nous sommes en danger de mort, nous avons des élus qui ne s'occupent pas de nous, qui vous parlent de statuts, qui vous parlent de congrès, qui vont regarder un tennis chaud à Roland-Garros, ou bien qui vont à l'aéroport. Mais qu'est-ce qu'ils font pour nous? Rien du tout. Donc, moi, je demande simplement justice pour les quelques Guadeloupéens qui ont investi le fruit de leur vie dans des maisons. Après ça, vous pouvez... Et je vais vous dire encore mieux, hein, d'accord? Si ce pont se fait, si la digue, elle se fait dans les proportions pour protéger la population de Guadeloupe, si ils font l'enrochement là où elle aurait dû être faite, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Comme M. Adélaïde avait dit à l'époque pour le WTC, ces travaux-là vont relever l'économie de la Guadeloupe. Parce que M. Adélaïde avait dit que le WTC avait soutenu l'économie de la Guadeloupe durant 2 années. Eh bien, nous, on va soutenir et on va relever l'économie de la Guadeloupe. Cap-Esther, Goyave, Petit-Bourg, Bémao, les jeunes auront du travail. Parce qu'un pont de 100 mètres de long, c'est pas rien. Bien sûr. Voilà. Alors, je n'ai pas posé la question tout à l'heure, mais j'aimerais bien que vous me disiez, vous êtes combien d'habitants à la ZAC Eh bien, en gros, ça aussi entre 1500 et 2000 personnes. Mais c'est beaucoup. Il faut savoir que quand j'ai acheté à la ZAC de l'Aiguille, Goyave m'a séduit. Vous savez pourquoi? J'habitais à Pointe-à-Pitre. C'était calme, Goyave. C'est vrai. 2400 habitants. 2-3 ans après, 8300 habitants. Certes, nous sommes descendus à 7000. Parce que, bon, les gens sont partis, etc. Mais ils ne trouvent pas le service rendu. C'est une commune qui s'est développée, mais il n'y a pas de service. Il n'y a pas de transport commun. Allez, bref, pour comparer à Pointe-à-Pitre, pas même ni un machin de beaucoup de leurs besoins. C'est grave. Que des podiums devant la mairie toute la journée. Le maire qui danse, il va faire son petit... il va venir ici d'ailleurs. Hein. J'espère que Yves va le recevoir. Vous êtes trop petit pour le recevoir. Sans doute. Donc, mais j'espère que ça va bien se passer. D'accord? Et c'est ce que je demande. Qu'il rende service, qu'il fasse justice aux Guadeloupéens. Si en France, ils font ce précédent 2 jours plus tard, pour le Nord-Pas-de-Calais, ils payent les maisons à 100%, ils donnent des terrains, pourquoi pas nous, en Guadeloupe? Nous, c'est des Français des 10e zone. Il faut respecter nous. Est-ce qu'il y a une association des habitants de la ZAC? Nous avons créé un collectif, d'accord, avec ceux qui ont du courage. En décembre 2022, j'ai dormi à la Seine-Samar avec une vieille dame de 82 ans. Madame Sonia Boulay est venue m'emmener un truc et m'a dit, Lucien, couche-toi là-dessus. Il y avait quelques autres personnes avec moi. Mais couche-toi là-dessus. Alors, tu aurais pensé que madame a 80 années, il dit, il a arrêté de travailler à 70 ans, puis il était fin de payer Kazaï. Viennent me dire, Lucien, couche-toi là-dessus. Et c'est ce que je demande. Moi, quand je vois que les gens de métropole reçoivent 100% du prix de leur maison, M. Losbar, M. Luizy ne font pas l'effort. M. Chalus, qu'est-ce qu'il te dit? Ce n'est pas de ma compétence. Quand il s'agit d'aller inaugurer des pistes d'accord, de cyclisme, c'est compétence à tout le monde. Inaugurer des infrastructures, c'est de la compétence de tout le monde. Mais lorsqu'il s'agit de rendre justice aux petits Guadeloupéens, personne n'est là, ce n'est pas mon travail, ça c'est la Seine-Samar, ça c'est le conseil départemental, c'est du rôle du préfet. Que fait le procureur de la République? Est-ce qu'il n'est pas là pour dire ces gens-là? C'est ton travail, tu dois le faire. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Je comprends voilà. Donc c'est pour cela que, excusez-moi d'être venu pousser un coup de gueule dans votre émission, mais c'est normal qu'on vous accueille, qu'on fasse le point sur les problématiques. Alors, je pose la question, le collectif, c'est la dernière question, le collectif compte rencontrer le maire prochainement encore? Disons qu'il m'avait promis de me recevoir en mois de septembre. Il ne m'a pas reçu. Je lui ai envoyé un courrier recommandé, j'ai téléphoné, j'ai harcelé son secrétaire. En 1er décembre, il m'a reçu. D'accord. Pour nous dire quoi? Vous aurez la réponse dans 18 mois si vous devez avoir quelque chose. Dans 18 mois. Autrement dit, dans 18 mois, et 10 mois, ils ont commencé à faire moins chier, foutez-moi la paix. Monsieur Ferdi Luizy qui vous dira ça, sous couvert de monsieur Guy Losbar, son mentor. Comment peux-tu être président de l'Assemblée unique de la Guadeloupe
si tu ne fais rien pour les Guadeloupéens. Il n'y a pas encore d'assemblée unique. Pardon? Il n'y a pas encore Non, mais c'est ce qu'il veut. Tout le monde le sait. C'est un secret de polichinelle, monsieur. Oui, mais nous loin ça, pour l'instant. D'accord. En tout cas, monsieur Cordier, merci pour toutes ces informations. Eh bien, j'ai monopolisé la parole, mais vous m'excusez quand même. J'avais cela à dire. Laissez-vous exprimer, ça c'était bon. En tout cas, Kembe. Eh bien, nous Goumé. Et puis, nous recevons monsieur Losbar, monsieur Féodine, nous fait venir ces jours-là. Ah, encore compter c'est ça. Oui. Et par contre, dis en date à laquelle, soi-disant, étude de danger là, ou bien qui nous l'argent, nous. Une date. Ok, vous voyez que tout est en bourrique. Pas sûr. 13h26, voilà. Merci en tout cas de tout ça, on dit nous là, nous avons bien comprendre, et puis nous que fait ça, il faut. Je vous remercie. Oui, puis là. Voilà, deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec Magali Marcin et Anita Minati. On va terminer les ZCL avec ces deux personnes. Magali, c'est la chroniqueuse numérique du ZCL Numérique CAG qui est en chemin. À tout de suite. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL News. Dans un instant, on va recevoir Miss India. Bonjour. Bonjour. Mademoiselle Minati et Madame Minati. Et on va recevoir notre numéricag. Bonjour. Notre numéramac. Numéramac, pourquoi dire numéricag? Je ne sais pas Bonjour. pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et savoir comment ça marche Internet. On revient rapidement sur l'actualité. Il y avait une mobilisation au SMAG pour le LKP de l'eau, demande la suspension des factures parce que les gens sont mécontents. L'eau n'est pas potable. Il y a beaucoup de coupures d'eau. Et du coup, il y a un LKP de l'eau qui dit bon, nous ne pas payer encore. Et c'était devant le siège du SMAG. C'était lundi matin à partir de 7h du matin. Charlie Dagonia était déjà sur place. On regarde. En attendant qu'ils ont résolu le problème à remplacement, canalisation, de construction à l'usine neuf, de veiller à ce que le charbon actif marché, nous ne pouvons pas payer de l'eau. Nous demandons des autres annuler les factures qui avant création de l'agence à l'eau. Ils ont prétendre que de là bon parce qu'ils ont amélioré ceci, cela, mais de là pas bon, nous savons ça. Nous avons regardé l'analyse à l'RS, référence de qualité, c'est toujours non. Donc c'est pour ça que nous avons appelé l'ensemble à Guadeloupéens à ne pas payer de l'eau, mais à rejoindre l'association pour contester chaque facture. Parce que là, on va contester chaque facture, on va créer un problème juridique qui va mettre un litige et puis fermer là. Ce qui fait que ATD pas de tête faite si comptable, puisque un litige avait fermé là. C'est pour ça que nous avons dit contester facture pour pas de problème avec la DGFIP, la direction des finances publiques. C'est-à-dire nous n'avons pas de revendication. Bon, nous croyons que le directeur là, c'est qui est présent. Et vient dire nous, ça y a fait fonctionnement, mais ça nous n'a pas dit ça. Qui j'en sais ramasser, il faut remplacer les tuyaux, il faut remplacer les usines, il faut améliorer ceci, mais nous avons ça. La revendication principale, nous avons répété encore, c'est dire que le service n'a pas rendu. Et conscient de ça, parce qu'il a dit nous ni raison. Il était dans une situation, machin, il était fait même idée que nous. Sauf que la place est différente que nous. C'est qui est en face à nous. Donc il y a des éléments. Mais ça ne va pas apporter réponse à la question que nous avons posée. Nous avons dit que le service n'a pas rendu. Nous avons arrêté de payer. Les services ont rendu, que changer la canalisation, que réparer les usines, ou que faire tout ce qui à ça. Là, nous avons payé de l'eau, pas de problème. Sur les facturations antérieures au SMGH, nous ne pourrons pas répondre. Sur l'arrêt de payer les factures, ce qui est dommage dans la compréhension, puisque l'eau paye l'eau, il faut, pour que ça puisse fonctionner, il faut que chacun y mette sa part. Donc aujourd'hui, on est dans un débat où on se comprend. Donc on se revoit dans 6 mois sur les points d'étape, sur les travaux qui sont en cours, puisque nous avons engagé plus de 20 millions d'euros sur le réseau, plus de 100 millions d'euros pour cette année, sur 2 ans à venir, plus de 100 millions d'euros sur les unités de traitement de l'eau potable d'assainissement. Donc il y aura des points d'étape. On est sur une période où le constat a été fait, dès 2021 à la création du SMGAG, où les marchés ont été lancés et les travaux ont démarré. Donc en fonction des périodes, on l'a vu avec la difficulté qu'il y a eu avec des hauteurs sur la partie Sainte-Anne-Saint-François-Gauzier pour les unités de tourisme. Donc il faudra qu'on communique mieux sur les arrêts d'eau pour pouvoir réparer. Il faut des coupures. Donc à un moment donné, on a des choix à faire et ce choix-là, je pense qu'il sera fait de concert.
Un avant-dernier sujet, avant de revenir à notre chronique, la remise des clés à la CGSS et l'association l'EFPA qui s'installe à Bergevin devant la caméra de Charlie Dagonia. Comme l'a rappelé Monsieur le maire, un dossier qui a débuté, je crois, en 2011, qui a été très suivi par mon prédécesseur Bruno André, puisqu'il a fallu réorienter en fait la destination de ce bâtiment et d'envisager cette présence absolument fondamentale pour Pointe-à-Pitre, mais pour toute la Guadeloupe, la présence de la CGSS et la présence de la LEFPA, qui sont une structure pour la CGSS, bien sûr, que tout le monde connaît, la LEFPA, une structure associative, mais qui sont deux structures au service de la population qui rendent des services. Et l'objectif, c'est d'être au plus près de la population. Et je crois que ce bâtiment-là, il est très symbolique de ça. On ouvre un bâtiment au cœur de Bergevin, à destination de la population. On ramène du service public au plus près de la population. Et non seulement ce chantier est exemplaire parce que techniquement, il a nécessité une réorganisation qui n'a pas été simple, mais on a réussi à tenir l'enveloppe, on a réussi aussi à tenir le planning définitif. Et ça, je crois que c'était à signaler et c'était un geste fort dans la politique actuellement menée de redynamisation aussi de la ville de Pointe-à-Pitre, engagée par son maire et son équipe, avec le soutien de l'État, bien évidemment. Pour nous, c'est un exploit parce que cet ouvrage commencé en 2011 a connu des vicissitudes. On a connu 6 années d'arrêt, de 2016 à 2021, lorsque cette nouvelle équipe municipale arrive. Nous avons un chantier qu'il est impossible d'achever puisque les entreprises ont fait faillite, les finances n'y étaient pas. Donc, c'est dans le cadre du contrat de redressement Outre-mer que nous avons obtenu de l'aide de l'État et de l'Agence française de développement. Tout cela nous a permis de mener à bien ce projet. Aujourd'hui, pour nous, c'est un vrai soulagement. Nous y contribuons en venant installer, en tout cas, tout ce qui est partie direction territoriale de notre association, donc qui couvre l'ensemble de nos activités sur le territoire des Antilles, donc en Martinique, en Guadeloupe et à Saint-Martin. Donc tout ce qui est service RH, tout ce qui est service comptabilité, services techniques et autres. Mais surtout au rez-de-chaussée avec l'accueil du service mandataire judiciaire, donc qui est destiné à l'accueil de majeurs protégés dans le cadre de mise sous tutelle ou de mise sous curatelle. Aujourd'hui, il fallait trouver un modèle qui puisse correspondre à Bergevin. Et nous l'avons trouvé. Et je dis très franchement, merci à la ville de Pointe-à-Pitre. Merci à mon conseil d'administration qui m'a donné quitus pour effectivement mettre en place ces orientations. Merci au service de l'État et tout autres acteurs qui ont contribué à cette réussite d'un bâti qui a existé à l'époque, mais qui a eu une panne pendant quelques années. Mais nous avons eu l'honneur et la chance de travailler en intelligence collective. C'est sûr que quand ce bâtiment sera opérationnel, il aura besoin d'Internet. Alors, l'Internet, comment ça marche? Tout de suite, on va le savoir, puisque le générique va démarrer. C'est parti. Voilà, Madame Numérama Gaïla. Bonjour, Madame Numérique, ça va? Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure avec Numéramag. Aujourd'hui, nous allons explorer les mystères d'Internet. Comment cette immense toile arrive à couvrir le monde entier et connecte-t-elle le monde entier? Mais oui, alors aujourd'hui, Internet fait partie de notre quotidien. Pratiquement, on ne peut presque pas vivre sans Internet aujourd'hui. Quand l'Internet est coupé, ouais, j'ai pas d'Internet. Alors D'où ça vient? Alors, Internet c'est une aventure militaire. Alors, ça a commencé dans les années 60 et influencé par Joseph Licklider. C'est vision des réseaux interconnectés sous l'égide d'un projet militaire, ARPANET, financé par le département des États-Unis. On visait à créer un réseau qui pourrait résister aux attaques nucléaires et au niveau de la guerre, etc. Licklider est souvent considéré comme le père de l'informatique interactive. Il a posé les bases de ce qu'on a aujourd'hui, qu'on connaît aujourd'hui, Internet, un réseau mondial. Alors, c'est fascinant, effectivement, de voir comment un projet militaire est finalement devenu un projet, quelque chose qui est devenu indispensable à la population aujourd'hui. Alors, on va voir la structure d'Internet, c'est ça? Oui, la structure d'Internet. Toute la petite vidéo. Alors, moi, je vais parler en même temps. Alors, la structure, Internet, vous voyez ça comme un réseau de réseaux.
d'accord, incluant des centaines de milliers de câbles sous-marins, des satellites, des tours cellulaires, des kilomètres de fibres qui encerclent la Terre. Et ces câbles sous-marins, par exemple, jouent un rôle gigantesque, reliant les continents entre eux et les îles aussi, bien entendu, à travers les océans, et transportent la quasi-totalité de nos communications internationales. Et au-dessus du sol, on a bien entendu les câbles coaxiaux qui fournissent la DSL ou encore la fibre optique pour atteindre les serveurs. Donc des serveurs qui hébergent effectivement nos données et les sites web pour enfin finir arriver chez nous. Et sans compter les satellites, bien entendu, qui vous permettent d'avoir Internet dans les zones où l'Internet n'est pas desservi par les câbles. Oui. Donc tout ça pour faire comprendre à la population et à vous, chers téléspectateurs, qu'Internet n'est pas un cloud, un nuage ou quelque chose d'immatériel. C'est vraiment du physique, c'est vraiment du matériel avec beaucoup de sollicitations au niveau énergétique. Oui. Alors, comment nous, en Guadeloupe, nous sommes connectés? Alors, nous sommes connectés par le Caribbean Global Network. C'est un câble sous-marin qui est relié à Porto Rico, qui relie les îles entre elles et qui nous permet effectivement d'avoir l'Internet pour pouvoir se divertir, travailler et tout ce qui va derrière. Si ce câble est coupé... Plus de connexion au réseau mondial. C'est arrivé il n'y a pas longtemps. C'est arrivé il n'y a pas longtemps, il a été endommagé, il y avait une petite maintenance dessus. C'était plus de la maintenance. Si ce câble est coupé, on a les problèmes de téléphone, on a les problèmes de navigation et on ne peut plus effectivement communiquer avec l'extérieur. Oui. Alors, comment nos données font-elles le tour du monde? Alors, ils ne prennent pas l'avion. Ils ne prennent pas l'avion. Alors que dans l'avion maintenant, il y a l'Internet. Et il y a l'Internet dans l'avion, exactement. Alors, quand tu envoies un email, Danick, ou tu regardes une vidéo, tes données sont partagées en tout petits paquets, d'accord, qui voyagent dans différents chemins, donc dans les différents câbles que tu vois, les différents câbles sous-marins. Et c'est un processus qui est géré par des protocoles et assurant l'arrivée des données de manière intacte et ordonnée. Donc les paquets se divisent et ensuite se reforment à l'arrivée de la personne à qui tu expédies l'email. Et quels sont ces protocoles? Alors, on parle de protocoles TCP/IP ou HTTPS. Alors, messieurs, dames, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Alors, TCP/IP, je vais vous donner un exemple imagé. Voyez ça comme la poste. D'accord. Alors, TCP, est-ce que j'aime bien, voyez ça comme la poste. Alors, quand tu envoies une lettre ou un colis, en l'occurrence tes données, la poste, qui est TCP/IP, s'assure que ton envoi arrive à la bonne adresse, dans l'ordre et pas endommagé. Il peut même vérifier que ton colis a effectivement été livré. Et l'HTTP, HTTPS, ce sont des langages qui permettent de coder vos données lorsque ça arrive chez vous. D'une manière générale, alors, il y a quand même une question que je voudrais avant de terminer, c'est le problème des zones blanches, quand même. Deux petits mots là-dessus. Le problème des zones blanches, c'est effectivement des zones qui ne sont pas couvertes par Internet, mais le but effectivement de couvrir, le gouvernement a signé une loi en 2021, si je ne me trompe pas, pour pouvoir couvrir toutes les zones en Internet et surtout en fibre. Oui, d'accord. Justement, c'est pour mais la deadline est pour 2026. Ah, d'accord, on n'y est pas encore. Non, la Guadeloupe en avance, de toute façon, Guadeloupe au niveau de la connexion fibre, effectivement. Il y a des villes, il y a des communes qui sont déjà couvertes, qui sont déjà complètement fibrées, à savoir par exemple Petit-Bourg, Pointe-à-Pitre, Sainte-Anne. Et il y a d'autres où le réseau fibre... Vers Saint-François quand même, c'est compliqué. C'est en cours. Tout ça, c'est en cours. De toute façon, c'est une obligation. Il faut que tous les foyers soient desservis en fibre optique, donc en très haut débit, d'accord, en fin 2026. Donc malheureusement, on ne peut pas encore dire quoi que ce soit puisque la deadline n'est pas encore arrivée. Oui, d'accord. Donc, d'une manière générale, on peut facilement en Guadeloupe cliquer. Alors, on clique. Est-ce que tu as des difficultés pour cliquer, Danick? Non, j'ai la fibre. Alors, si on peut remettre la dernière image, pour montrer, c'est l'image qui correspond effectivement à, je crois qu'il l'a. Regarde le dernier, non, pas celle-là. Celle qui montre quand on clique, qu'est-ce que ça pose, qu'est-ce que ça provoque. En fait, quand on clique, effectivement, il y a aussi le rôle du fournisseur d'accès Internet que tu m'as pas demandé, parce que le fournisseur, regarde cette image, le fournisseur d'accès Internet, je te remercie. Le fournisseur d'accès Internet permet de justement fournir les clés pour entrer sur Internet. Aujourd'hui, sans fournisseur d'accès, c'est comme si tu essaies de prendre l'avion ou encore le train ou le bus sans ticket. Alors, disons que ce fournisseur d'accès te donne ton ticket pour pouvoir, à partir de ton abonnement, pour pouvoir entrer sur Internet et en fait avec une adresse IP unique. Cette adresse IP unique correspond à comme une adresse postale. Sans adresse IP,
ta machine n'est pas repérée et tu ne peux pas surfer sur Internet. Donc, le fournisseur d'accès Internet joue un rôle primordial. Si tu peux me remettre l'image, s'il te plaît. Voilà. Et justement, donc, on clique. On passe par le fournisseur d'accès. Donc, on clique, on peut faire n'importe quelle demande est faite via un ordinateur ou via un téléphone portable. On passe par le fournisseur d'accès Internet. Et enfin, le fournisseur d'accès nous donne accès au réseau mondial Internet. Et ce qui est magnifique avec Internet, c'est qu'il n'y a pas de frontières. En gros, c'est le fournisseur d'accès qui est le passeport. Voilà. Oui. C'est ton passeport numérique. Son numérique, oui. Je crois que le passeport même deviendra numérique tôt ou tard. Tout à fait. Oui. Ben, on peut déjà mettre la carte d'identité sur son portable. Le permis aussi. Le permis aussi. Oui. Donc, et la carte de la CB aussi. Exactement. Donc, du coup, tout deviendra dématérialisé, mais faites attention à ne pas trop dématérialiser. C'est la question qu'on se pose, justement. Parce qu'à partir du moment où on coupe un câble sous-marin, puisque maintenant les guerres, aujourd'hui, on peut menacer la Russie à menacer l'Europe de couper le câble sous-marin qui les relie à Internet. Si on coupe un câble sous-marin, tout est éteint et il n'y a plus de carte d'identité accessible. Il n'y a plus aucune possibilité de... Via le satellite. Oui, quand même. Via le satellite, mais il faut mettre les choses en place pour que justement tout le monde puisse travailler via le satellite. Alors, une petite question un petit peu plus professionnelle. Autrefois, on avait pour la télévision, comment ça s'appelait? Je ne sais même plus comment ça s'appelait. Des antennes râteaux. Non, même pas des râteaux. Des paraboles. Oui, paraboles, ça commence à disparaître. Mais ça fonctionne toujours, ça. Oui, mais ça commence à disparaître parce que... Oui et non. C'est-à-dire que c'est deux systèmes différents. Effectivement, il y a l'Internet, il y a la télévision via la fibre, mais comme comme tout n'est pas couvert justement par la fibre optique, on ne peut pas, puisque la télé, ça demande une bande passante assez importante pour avoir les images sans rater, sans pause, sans figer le visage. Mais quand il pleut pas aussi, surtout. Mais quand il y a des inondations, le satellite sert bien aussi. On a fait un petit voyage intéressant. Voilà. Et si vous avez raté le début, vous avez le Facebook. C'est surtout de retenir qu'Internet, c'est matériel. Internet n'est pas du tout dans les nuages ou quoi que ce soit. C'est des serveurs. Voilà, c'est des serveurs, c'est des machines qui nous permettent de surfer. Des gens aussi, et des personnes, bien entendu, qui entretiennent ces machines qui nous permettent de surfer dans le monde virtuel. Voilà. Merci, Madame Numérac. Je l'ai dit bien cette fois-ci. Numéramag. Bonjour. Bon, en tout cas, Magali, merci. Toujours intéressant, toujours bien de te retrouver avec ton dynamisme habituel. Merci. Bon, alors, on va parler de Miss India. Bonjour. Bonjour. Alors, comment on devient Miss India? Première question. Alors, il faut s'inscrire à l'élection, tout simplement. Donc, pour être Miss India, pour s'inscrire à l'élection, il faut avoir entre 18 et 25 ans, être d'origine guadeloupéenne, s'intéresser à la culture indienne. Donc, on va dire tout ce qui est chant, danse, diversité culinaire, voilà. Moi, pour ma part, je me suis inscrite à l'élection pour rendre hommage à mon papa, qui suivait justement cette culture. Et donc, moi, j'ai décidé de m'y intéresser. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de m'y inscrire. Et c'était que de bonnes choses. C'est-à-dire, j'ai pris en confiance en moi, en aisance à l'oral. On travaille aussi la démarche lors de l'élection. Il n'y a pas comme pour les Miss Guadeloupe de mensuration particulière? Non, pas du tout. Il ne faut pas mesurer plus de 1m73? Non, pas du tout. Pas du tout. Très bien. Oui. Et on peut être svelte, plus en forme. Il n'y a pas... Non, on n'est pas sur le physique. Il faut parler tamoul ou hindi? Alors, français. Français? Français. Ah bon? On peut aussi dire quelques mots en créole, pourquoi pas? En créole aussi? Mais oui, vu qu'on est guadeloupéen avant tout. Hein. D'accord. Donc, moi, je dis que je représente la communauté indo-guadeloupéenne. Oui. Alors, quand on est Miss India en Guadeloupe, ça ouvre des horizons vers l'extérieur, la Trinidad. Comment ça s'est passé? Alors, il faut savoir que moi, quand j'ai été élue, je suis allée représenter la Guadeloupe à Miss India World. Donc en Inde, où j'étais avec des autres candidats du 4 coins du monde. D'accord. Et personnellement, moi, mes colocs de chambre, c'était Miss Australie et Miss Angleterre. D'accord. C'est des gens de la diaspora, quand même. Voilà. Il y a la Miss India World qui a été élue, c'est Guyana. Ah, du Guyana, quand même. Donc, oui. Il y avait aussi Trinidad et Tobago, il y avait... Il n'y a pas de Martiniquaise? Non. Non, j'étais la seule française. Ah, Normalement, il y a Miss India France, mais elle n'était pas là. Il y a Miss India Réunion aussi, mais elle n'était pas là. Donc, je représentais vraiment la France et la Guadeloupe, pour le coup. Et on pose des questions sur la cuisine indienne quand on prépare Miss India? Pas spécialement.
éventuellement, peut-être Miss India Guadeloupe, où là on pose des questions sur le Colombo et la dalle, mais pas l'élection Miss India World. Non. Ça se passe en anglais quand même. Oui. Alors je ne suis pas bilingue de base, mais on a tout un coaching derrière, un entraînement avec la directrice, nous c'était avec la directrice du comité Miss India Guadeloupe, du coup Madame Raïssa Nagapin. On travaillait notre démarche, notre élocution. Et la danse alors? La danse aussi, oui. Oui, quand même. Oui. Des danses bollywoodiennes, comme dans les films. Comme dans les films. Oui, on a travaillé tout ça aussi. On a acheté nos tenues. Elles ont été faites par des grands couturiers de là-bas. Et voilà, on est parti avec un bagage assez solide. Moi, pour ma part, je suis partie seule. Donc c'était compliqué de partir à 14 000 km des miens. Mais c'est une expérience professionnelle et personnelle aussi. Je suis beaucoup plus autonome maintenant. Je sais que je peux partir seule en voyage. Je peux m'exprimer dans un pays anglophone aussi. Et moi, j'en tire que de bonnes choses. C'est vraiment bénéfique comme expérience où on acquiert en confiance en soi, en autonomie, en maturité aussi. Voilà. Ça sert un petit peu à devenir une femme aussi, à devenir une femme accomplie. Pour mes projets futurs, je compte passer à un concours pour devenir professeur. De droit. De droit? Oui. Et j'avoue que je suis assez timide de nature. Et avec Miss India Guadeloupe, j'ai vraiment... je suis beaucoup plus à l'aise maintenant à l'oral. J'ai une certaine aisance. Et moi, j'encourage en fait les gens qui sont timides ou les gens qui n'ont pas confiance en eux à justement s'inscrire à ce genre d'élection pour voir de quoi ils sont capables au final. Donc, dernièrement, il y avait un ambassadeur de l'Inde ici. Vous l'avez rencontré? Oui, je l'ai rencontré. Vous l'avez rencontré? Oui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. On a posé ensemble la première pierre du coup. Pour du mémorial. Voilà, exactement. Il y avait aussi la Diwali il n'y a pas longtemps. Oui, c'était au Moule, organisé par l'association. Donc vous êtes en fait, quand on est Miss India, il faut bien connaître la culture indienne maintenant. Oui. Alors, on en apprend tous les jours. On ne demande pas vraiment d'être calé sur le sujet dès le début. Mais moi, j'ai justement assisté à cette élection pour justement en apprendre. Et j'en apprends tous les jours. Moi, je dis aussi qu'être ambassadeur de son île, que ça soit de la communauté indo-guadeloupéenne ou autre, c'est aussi de partager son identité avec ceux qui sont intéressés. Donc, moi, c'est avec plaisir que je le fais sur diverses prestations, événements. Et voilà. La prochaine Miss India 2024, c'est en quelle période? Ça sera en mars. En mars? Bientôt, alors? Oui. Et justement, on recherche des candidates. Donc, si certaines filles m'entendent ou me voient et sont intéressées, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Mais à qui ils envoient ça? Que ça soit à moi ou à Raïssa Nagapin, la directrice du comité Miss India Guadeloupe. Alors moi, vous pouvez me contacter via les réseaux, donc Instagram. Donc c'est Anita. Anita? Oui, Anita. Comme Anita. _ MTY. Donc vous pouvez me joindre via Instagram, ce n'est pas un souci. Ou sinon via le numéro de téléphone de. Je vois un numéro de téléphone là, 39 qui est sur l'Instagram, qui est sur l'Instagram aussi Miss India Guadeloupe. D'accord. Voilà. Bon, Anita, je vous dis namasté. Maintenant, et puis je peux faire juste une petite intervention. Bien sûr. C'était juste pour dire, le Mister India aussi, ça serait pas mal. Oui, alors il y a ça n'existe pas encore. Oui. Il y a un Mister India. Ah, c'est très bien. Oui. Et d'ailleurs, c'était mon binôme parce qu'on a gagné ensemble. On était un couple dans l'aventure. Mais malheureusement, c'est beaucoup moins médiatisé vu qu'il n'y a pas Mister India World par la suite. D'accord. Ça n'existe qu'ici? Oui.
Ah, d'accord. Mister India Guadeloupe. On est toujours devant plein de choses en Guadeloupe. C'est l'occasion de bien communiquer sur le mystère. Bien, voilà. Le dernier mot, donc alors, le concours, c'est début mars, mi-mars? Oui, ça sera, normalement, c'est censé être le 6 mars. 6 mars? Oui. Ça se passe où? Ça se passera sûrement à la salle Robert Loison. Au Moule? Oui. D'accord. S'il n'y a pas de problème. Vous viendrez passer la bannière à la prochaine Miss? Exactement, je rends mon titre. On sera bien content de vous recevoir avec elle. Oui. On l'espère. Le dernier mot, le proverbe du jour, rapidement. On totoblo, il y a fait en case côté moins, toute la journée sans sel, totoblo, qu'est-ce que ça veut dire? Désordre. Désordre. Ah, vous devez mettre ça. Ah, ben oui. Et toi? Non, j'avoue, non, je ne connaissais pas. Bien, voilà. Le celle d'aujourd'hui est terminé. Je rappelle que depuis le début, on a reçu Miguel Douvergne, la chroniqueuse. Ensuite, on a eu Emeline Adimar Maragna, c'est le jour des chroniqueuses aujourd'hui. Lucien Cordy est venu parler de l'inondation qu'il subit encore aux actes de l'Aiguille et toutes les difficultés des gens qui habitent là-bas. Notre Numéra Magman, oui, je l'ai bien dit cette fois-ci, à parler de l'Internet. Alors, pas encore le dark web. Le dark web, non. Non, on n'est pas encore sur ce sujet. On n'est pas encore sur ce sujet, c'est un sujet sensible. Oui, c'est un sujet très sensible. Et puis, on a terminé avec Anita Minacci. Merci d'être venue. Dernier sujet, on a le temps de venir, on n'a pas le temps de faire cesser, on le fera demain. Évolution institutionnelle, on a dit, c'était hier, il y avait une réunion au palais du conseil départemental, tu le savais? Oui. Oui. Tout à fait. Tu n'es pas dans la commission. Ah, tu n'es pas dans la commission. C'est un choix? Non, c'est le président, M. Bernard Guillaume, qui est dans la commission. Ah oui, c'est vrai. Mise en garde des planteurs de canne, on risque d'avoir des blocages ces jours-ci. Mobilisation du SMAG, c'était lundi devant le SMAG au Gosier. Et il y avait la remise des clés de la CGSS et l'association LFA. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était Jordan avec son assistant aujourd'hui, sinon notre ami Satyam. On va retrouver son sujet demain, c'est sûr. Allez, bonne journée à vous et puis merci d'être là.